Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 actuel. C'est lundi. Yes sir. This is Monday. Oui monsieur. C'est bien, c'est cool. Ah. Enfin se débarrasser du week-end. La guerre. Trash Talk, ils ont de la motivation cette année. Tous les lundis maintenant, c'est la guerre. Oh, je vois pas du tout là. C'est un thème hyper simple où tout le monde va être d'accord, où il y a un ordre objectif évident qui est sur ce carnet. Et honnêtement, les discussions vont être très tranquilles. Absolument. Là, vraiment. Détente. Ouais, non, paix et amour. Comme le premier top 10 de cette saison, on aura le même 10 avec Alex, c'est sûr et certain. Bien sûr. Mmh. Bien sûr. À fond. C'est évident. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Trash Talk, la chaîne préférée de votre joueur de basket. Disons qu'il y a un podium évident, après le reste, on verra. C'est le mec qui fout les trucs. Vous le voyez, Alex, il est très chaud. On espère que vous allez bien pour démarrer cette semaine. Léon, c'est Alex et Vivi, on est très content de vous retrouver. Car oui, le lundi, c'est top 10, soit actuel, soit all-time. La semaine dernière, on a parlé de révolution. Et non, nous n'étions pas avec l'échafaud. On était tout simplement avec des joueurs de basket qui ont changé le jeu à tout jamais. On a fait aussi les pivots actuels. On a fait les top 10 all-time, des matchs à regarder. Les matchs à regarder absolument avant de mourir. Tout à fait. Donc on était sur des sujets vraiment très joyeux. On s'est bien marré la semaine dernière. Moi, vraiment, j'ai vu des commentaires là sur la révolution, là, super. Ah, vraiment, des gens qui n'ont rien changé. Et on s'est bien fait choper le col, notamment sur James Harden. Beaucoup de commentaires sur James Harden qui aurait dû être dans les 10. Et c'est vrai qu'à posteriori. On a fait quoi comme top 10 actuel ? En actuel, on a fait les pivots. Ouais, et. Surcoté. Et les surcotés. Merci Léon. C'est pour ça que je voulais te lancer. Parce que je me disais, tiens, c'est marrant. Parce que lui qui aime bien le sang, lui qui ne vit que pour le sang, il nous parle pas du top 10 des surcotés, dis donc. Est-ce qu'il y a des joueurs surcotés dans ce top 10 d'aujourd'hui ? Bien sûr. Peut-être. Peut-être. On verra. Oui, peut-être qu'il y a des doublons. On verra. Dans tous les cas, juste un petit coucou aux copains et copines qui ont participé. Merci à Evan Fournier qui a évidemment donné son top 10 aussi des joueurs qui ont révolutionné le jeu. N'hésitez pas à aller suivre ces péripéties grecques à ce cher Evan. Ça a l'air de plutôt bien se passer, hein ? Ouais, tout à fait. On te fait des bisous, Evan. Évidemment, pour révolutionner le jeu aussi, on sait toutes les stars et les légendes que tu as pu suivre. Ça faisait bien plaisir, toujours d'avoir des gens qui participent. Et aujourd'hui, nouvelle participation. Vous connaissez ce classique. On l'a intégré dans les lundis. Alex, par le passé, on l'avait fait cet apéro, les meilleurs joueurs de moins de 25 ans NBA. Ouais. Ça devient un top 10 actuel. Parce que je pense que c'est un exercice pas évident. C'est périlleux, les amis. Ouais. Et il y a du monde. Normal, la NBA étant une ligue dans laquelle beaucoup de joueurs arrivent entre 18 et 20 ans, t'as le temps, avant tes 25 ans, t'as le temps quand même de commencer à sacrément montrer de quoi t'es capable. Donc le petit top 10 des moins de 25 ans actuel, quand tu fais la liste des types, il y a moyen de faire un petit 5 majeur propre, hein. Très propre. Hein. Très propre. Alors il y a des garçons à qui on a dû dire au revoir, comme par exemple Luka Doncic, comme Jason Tatum, comme Ja Morant, qui ont trusté les places. Tout à fait. Qui étaient là pendant quelques temps, qui avaient fait un flash. Mais il y a des nouveaux New Kids on the Block qui débarquent et qui disent moi je veux être dans le top 10 de Bastien et Alex ce lundi parce que ça va être très violent. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, on prépare ses arguments et aussi son top 10 parce que vous allez nous choper par le col. Il y en a qui sont déjà allés sur le tableau de fin. Et ça va être incroyable. Comme d'hab, je rappelle qu'un lundi sur deux, c'est all-time. Un lundi sur deux, c'est actuel. Balancez vos suggestions dans les commentaires. On les lit, on les regarde. J'ai vu des dingueries proposées récemment, je les ai notées. Donc n'hésitez pas à le faire. Lundi prochain, on sera sur du all-time. Ouais, lundi prochain, all-time. Bon petit sujet. Là, on est sur de l'actuel. Donc 2024-2025. Et donc, on va vous présenter évidemment la liste des joueurs. On va le faire un peu à l'oral. Moi, je mettrai en premier message épinglé, je vous mettrai la liste des joueurs pour que vous puissiez faire votre propre top 10. Juste, avant de faire le point sponsor, vous voulez un moyen mémotechnique ? On fait cette vidéo, on est en décembre 2024. Donc, décembre 99 ? Voilà. Exactement. Si t'es né avant, faut être né c'est mort. Après. Donc par exemple là, on a un joueur comme Darius Garland qui est encore éligible, mais de justesse. Janvier 2000. Voilà. En janvier, il aura 25 ans, il pourra plus rentrer dans ce top. Ça. Si tant est qu'il rentre aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que... Ah oui. Attends, Tyrese Haliburton, c'est février. Est-ce que Tyrese Haliburton rentre aujourd'hui dans le top 10 des moins de 25 ans ? Dans les deux, parce qu'il y a celui de Bastien et le mien. Donc dans celui de Bastien, il est 1. Mais dans le mien,
Est-ce qu'il y est? On sait pas. Et est-ce que l'objectivité prendra le dessus sur la haine et l'animosité? Vous le verrez dans quelques minutes. Bien sûr. Mais donc oui, voilà. Et rappel évidemment pour ceux qui ont un petit peu mal au dos, oui, désormais quand t'es né en 2000, t'as 25 ans. Alors, du coup, on va pouvoir enchaîner. Ça fait mal au dos, c'est un problème ça. Attention, on n'en parle pas assez. Tout à fait. Il y en a aussi qui ont moins de 25 ans et qui sont avec nous depuis longtemps. Ce sont les amis, rien à voir, de Decathlon. Alex, on est avec les amis de Decathlon sur cette vidéo du lundi. Ils sont avec nous. Comme toujours. Et je porte ce magnifique pull des Warriors. Je sais pas s'il y aura quelqu'un de moins de 25 là-dedans, hein. Ah bon? T'as pas Kuminga sur ton podium? Allez, ça c'est fait. Mais oui, nos amis de Decathlon qui ont une magnifique collection de suites Warriors, Knicks, Lakers, Bulls, Heat, Celtics, très beau vert Celtics là cette saison. La broderie. Voilà, de la petite broderie parce qu'ils ont donc un Decathlon, une petite société artisanale française de moins de 25 qui ans. a un immense deal avec l'immense NBA. Oh yeah. Et qui, à ce titre, fait des suites, comme vous pouvez voir, mais qui fait aussi des chaussures sur plusieurs franchises. Il y a du panier de basket NBA pour un peu tous les styles, tous les niveaux, c'est-à-dire que tu as du panier vraiment très, jeu basique et tout, et tu as du panier, il y a un plexi. Genre, j'ai le même que Zach Lavine pour m'entraîner. Voilà, quand tu mets ton petit lay-up avec la planche, tu as la sensation d'être en salle, quoi. Que le truc va pas s'effondrer. Voilà. Vous pouvez retrouver tout ça évidemment en descro de cette vidéo et dans le premier commentaire avec les joueurs de ce top 10 ou en tout cas la liste des joueurs de moins de 25 ans qui vont arriver. Toute l'année, il y aura des surprises. Il y a pas mal de nouveautés chez Decathlon sur la saison 24-25 dont on aura le plaisir de vous parler. Restez connectés, tout à fait. On vous reparlera avec les potos de Decathlon. Si vous êtes fan des Warriors, vous pouvez évidemment copier ce magnifique hoodie. Critères. On a fait le point sponsor, critères. Alex, il faut qu'on en parle. On se l'est dit en off, là, c'était très très beau, là. C'est quoi les deux critères principaux pour cette vidéo? Alors, là, on en a déjà dit un, ne pas avoir 25 ans. Donc là, on l'a dit. N'hésitez pas à vous abonner. Le top 10 des moins de 25 ans, il faut pas avoir 25 ans. Donc, décembre 99, faut être né après. Si j'en vois un qui met Luka Doncic top 1, mon coude contre son front, ok? Oui, non, mais en plus, Luka, là, ça y est, c'est fini. Oui, c'est terminé. Luka qui a dominé ce top pendant quelques saisons, hein, mine de rien, gentiment. Un peu surcoté. Et donc, je reprends l'exemple de Darius Garland ou de Tyrese Haliburton, qui vont donc respectivement avoir 25 ans en janvier, puis en février là, de l'année 2025, et qui seront donc désormais plus éligibles à partir du mois de mars. Tout à fait. On a des joueurs qui sont nés en 2005, qui sont NBA, notamment la clique Zachary Zaché, je crois, et compagnie. Ouais. Et donc, ça monte jusque-là. Je crois qu'il n'y a pas encore 2006 en NBA. Ça va tenir. Mais, non, je crois pas. Non, je crois pas. Mais, donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'âge est un critère. C'est-à-dire que je vais avoir tendance, si un gars de 21 ans montre beaucoup de potentiel, a une bonne grosse tronche de franchise player déjà au bout de 1, 2 ou 3 saisons, et ben je vais avoir tendance à le mettre devant un mec de 24 ans et demi qui a déjà été, oui, All-Star une fois, mais on en voit déjà un peu le plafond, tu vois. Bien sûr. Je vais avoir tendance, l'âge du coup, pour ce genre de top est quand même un critère. Tout à fait. On est d'accord. Ah, mais moi, je suis c'est pas pareil d'avoir 21-22 que d'avoir 24,5. Non, bien sûr. Non, mais voilà. Tout à fait. Ensuite, autre critère. Bon, bah, évidemment, hein, performance sur le terrain. Hein, ça paraît évident aussi, mais on va regarder un peu la production statistique. On va regarder le contexte dans lequel le joueur est. C'est-à-dire que si t'es un jeune, que tu fais des stats correctes, et que tu vas en play-off, si tu es entouré de plusieurs gros gars un peu vétérans, c'est pas qu'on va minimiser, mais on va contextualiser, on va dire c'est peut-être plus compliqué que lui qui est pas encore allé en play-off mais à ça après et qui est vraiment genre ça sent le patron quoi. Et que si demain son management pouvait l'entourer avec ne serait-ce que 1 ou 2 joueurs corrects, peut-être que l'ambiance serait pas la même. On a des jeunes là, tu l'as déjà dit, on l'a déjà dit plein de fois, hein, la franchise dans laquelle tu es drafté, ça compte. Beaucoup de choses, tout à fait. Et donc, il y a beaucoup de gens qui veulent toquer à cette porte. Je préviens, du monde. Il y a des comptes de franchise qui vont venir toquer à la porte parce qu'ils vont dire « Eh, mais nous, on en a 0, alors qu'on a un young core de ouf. » Plein de joueurs. Tu peux avoir un young core de ouf et en avoir 0 dans le top 10. Tout à fait. Mais peut-être qu'on va te citer tes gars quand même. Mais oui, non, bah oui. Franchement, moi, à la volée comme ça, j'ai dressé une liste. 1, 2, 3, il y en a 30. Moi, j'en ai 30. Hein. 27. Bon,
Bon, tu vois, on doit avoir un truc qui... Tu vois, j'ai une liste de 27 dans laquelle j'en ai sorti 10. Eh bien, écoute, je vais balancer quelques noms. Vas-y, balance des noms. Vous pouvez les retrouver en commentaire, mais j'en balance 2-3 comme ça, vous pouvez vous faire plaisir. Cam Thomas, Anthony Edwards, Scotty Barnes, Josh Giddey, Paolo Banchero, Wemby, Alperen Sengun, Jalen Green, Derek Lively, Bilal Koulibaly, Zion, Evan Mobley, Tyrese Maxey, Tyrese Haliburton, Devin Vassell, Kobe White, Tyler Hero, Darius Garland, comme l'a dit Alex, Jalen Williams, R.J. Barrett, bien évidemment, Brandon Miller, Bénédicte Mathurin, on a... Ton gars, Jalen Johnson, il a pas 25 ans, lui. Je crois pas non plus, hein. Kate Cunningham est dans la danse, Lamelo Ball aussi, on a Chet Holmgren qui doit être dans le coin, Jared McCain, Shadon Sharp, quand on va parler de Franz Wagner, d'Alperen Sengun, de Jonathan Kuminga, tout à fait, Josh Giddey, vous en avez plein. Jalen Johnson, il a 22, il va avoir 23 là en décembre. C'est ça. De décembre 99 à, je dirais, décembre 2005, en gros, en termes de joueurs. Il y en a un paquet. Hein. Faut les retrouver, notamment, c'est très facile avec Basketball Référence de retrouver les joueurs de basket qui sont nés, enfin en tout cas qui sont enregistrés en fonction de leur année de naissance. Je vais te donner une tablette, Alex, tout de suite, et je vais te poser la question que tout le peuple se pose. Évidemment, on est lundi, et donc, qu'est-ce qu'on mange? Hop là, on mangera du Schtroumpf. Qu'est-ce que j'avais mis la semaine dernière? Je me rappelle même plus. Qu'est-ce que tu avais fait? C'est pas grave, je crois que j'avais mis un Mont d'Or. Ah oui, Mont d'Or avec des pommes grenailles ou des... C'est sympa. Ah bien sûr. C'est sympa, donc cette semaine, on va être plus léger, on va être sur un couscous. Couscous, merguez, poulet, légumes, enfin un couscous quoi, classique. Alors, je sais plus s'il y a un débat. Fais gaffe au genre de débat que tu lances autour du couscous. Fais très attention. Est-ce qu'il y a un peu le couscous à la française? On a commencé à rajouter des merguez, des chipots. Il y en a qui font un peu n'importe quoi avec le vrai couscous. Des chipots dans le couscous? Il y a des gens qui font n'importe quoi avec le couscous. Des chipots dans... Pourquoi moi, pas je demande, de Francfort? Moi, je demande à la commu de me dire la vraie recette parce qu'il y en a qui sont même anti-merguez. Je sais pas si je suis expert. Ah bon? Il y en a qui sont anti-gazmer. Hein. Oh. Ah, ouais. Ok. Bon. Pour moi, le couscous, c'est vrai que s'il n'y a pas de merguez, à la limite, ça me va. Mais pour moi, il y a une viande, par exemple, je sais pas, de l'agneau ou du poulet. Très bien. Allez. Il y a des carottes, des légumes, voilà, en sauce et de la semoule. Après, si vous avez des petits tricks de recettes pour bonifier et tout, je suis ultra preneur. Venez pas me parler de chipolata ou je sais pas quoi dans du couscous. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est très bon les chipots, hein, au barbecue. C'est pas. Je demande mais je demande à mes spécialistes parce que je crois qu'il y a une team pas de merguez, c'est une team merguez. Donc toi, tu en mets dedans. Hein. Oui. Très bien. N'hésitez pas si vous mangez un couscous à partager votre photo avec Alex. Léonce, qu'est-ce qu'on mange? Moi, ça va être un petit peu diète aujourd'hui, hein, parce que hier, on a goûté ton fameux. Hier, on a mangé à la Corse. À la Corse. Alex et Léon sont venus manger à la maison, tout à fait. Oh non, on a bien mangé. Un plaisir. Avec modération. Avec modération. Le couteau court. Ah, ça fait plaisir. Mais toujours avec modération, bien évidemment. Et ben, je vais manger exactement la même chose puisque vous étiez à la maison hier soir et qu'il faut que je digère. Hein. Donc, on va être sur du smecta à midi. Ça sera formidable. Dites-nous évidemment ce que vous mangez. On va pouvoir démarrer ce top 10 avec, comme d'habitude, une petite partie mention honorable. Ah là là, il n'est pas rentré dans tes 10, mais tu as quand même envie de lui faire un clin d'œil. Et OMG, tu vas défaire les enchaînes après nous avoir dit que Kevin Durant était surcoté. Kate Cunningham n'est pas dans mes 10. Ok. Je suis comme ça. Il y a de la concu. Kate Cunningham, j'avoue que il n'est pas rentré à. J'ai vraiment j'ai eu des gros débats avec moi-même. Okay. Mais en fait. J'ai 10 gars. Après, non, mon 10 est une wildcard que je vais assumer complètement. Qui n'est pas forcément un joueur aujourd'hui plus fort que Kate Cunningham, mais je lui donne tellement plus de potentiel des deux côtés du terrain, tout ça, machin. Bref, que je l'ai mis devant Kate Cunningham, mais aujourd'hui, je pourrais comprendre les fans de Détroit qui vont me dire « Oh, Alex, qu'est-ce que tu fais ?» Ça, c'est ma première grosse mention. Je pourrais m'expliquer plus longuement. Kate Cunningham n'a pas été All-Star, même s'il joue là, notamment sur ce début de saison et même la fin de saison dernière, un level All-Star. Après, il bâtit des résultats assez médiocres de Détroit. Ça pourrait changer un petit peu cette année, c'est un peu mieux. J'ai toujours un peu de soucis parfois. En fait, j'ai pas de soucis avec sa classe, son talent naturel et tout. Il y a quelque chose qui me fait dire qu'il est très smooth, mais
que son côté très smooth est assez beau à voir jouer. Peut-être on le voit parfois un peu plus beau que ce qu'il n'est réellement. C'est un numéro 1 de draft qu'on attend franchise player et tout. Je veux bien voir comment il évolue au niveau défensif, comment il évolue, comment il maintient ses pourcentages au tir aussi. Enfin, j'ai tout un tas de trucs. Après, il a lui aussi, j'en parlais, il a un entourage qui est pas forcément toujours le plus ouf. Hein, c'est vrai, tu vois, genre voilà. Donc je l'ai pas rentré dans mes 10. Bastien vous en reparlera tout à l'heure, j'ai l'impression. Mention chez toi, t'as quoi Moi j'en ai une autre après. Moi il y en a un qui vraiment était pendant un moment dans les 10 et je me suis dit fuck. Moi il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Franchement, il y a plein de gars. Vous allez voir, c'est l'irrespect. Hein. Je suis un peu en galère. Ouais. Moi j'ai pas réussi à glisser Scotty Barnes. Qui ça? Scotty Barnes. J'ai pas réussi à glisser. Ah, t'as pas réussi à glisser Cage, j'ai pas réussi à glisser Scotty Barnes. Talent incroyable. Joueur fort qui a validé une première étoile All-Star l'année dernière, là, gentiment. À voir. On va voir ce qu'il peut faire là vraiment dans un cadre d'une reconstruction où il y a plus Siakam, il y a plus OG comme on l'a vu l'année dernière, où là vraiment il a les clés du camtar. J'en ai pas assez pour le moment. Il y a des garçons qui ont fait soit un peu plus collectivement, soit individuellement, et donc malgré une belle étoile de All-Star, je l'ai comparé avec certains et j'ai fait sorry, t'es derrière. Ok. Je comprends. Moi j'ai une autre mention. C'est une mention. Peut-être qu'il regardera cette vidéo un jour. Mon gars Bilal Koulibaly. Oui. Ça, attends. Moi j'ai réfléchi à le mettre dans les 10. Hein. J'ai réfléchi. Je l'ai pas mis. Parce que du coup il est en mention. J'y ai réfléchi très fort. J'ai un échantillon trop petit sur ce début de saison. Par contre, s'il continue comme ça, il y a des mecs là dans mes places 8, 9, 10, ils ont des gros soucis à se faire. Des immenses soucis parce que défensivement, il est dans les 10. Oui, ça c'est sûr. Ah, bah, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai un paquet de mecs, j'ai quelques mecs dans mes 10. Genre, je les ai mis parce qu'offensivement, ça rigole vraiment pas du tout, mais défensivement, attention. Les deux côtés, quand t'es jeune, c'est important vraiment. Quand t'es vieux aussi, mais quand t'es jeune, on tolère moins que tu défendes pas. On dit, il est jeune, il vient d'arriver, il défend pas, fait chier. Pour peu que le côté offensif pick up vraiment, comme on l'a vu certains soirs avec Bilal, ça peut s'enregistrer. Mais pour peu que ce soit vraiment kawaii, avec des genoux. Voilà, donc Bilal, si tu regardes cette vidéo, chez moi, t'es 11e, 12e. 11e/12e. C'est par là quoi. Ouais, bien sûr. Toi, tu l'avais aussi ou non, tu l'as pas dans tes 10? Non, j'ai pas dans mes 10 Bilal, mais en effet la mention est sympa. Et évidemment coucou à mes potos du Thunder qui auront peut-être une mention mais qui n'ont pas Jalen Williams. Moi dans mes 10. Putain, ok. Oui. Moi non plus je l'ai pas Jalen Williams. Non, j'ai cru que t'allais faire une dinguerie. Non, tranquille. Mais... non, Jalen Williams, et après je vais m'arrêter là parce que je pense que du coup on va lancer. Si, j'en ai un autre candidat que je vais pas rentrer dans mes 10 et je pense pas que Bastien l'ait non plus. Et qui lui aussi est un client extrêmement sérieux. Brandon Miller. Ouais. Tu l'as dans tes 10? Non. Dis donc. Là, entre sa fin de saison, saison rookie, et là, le début de saison qu'il est en train de faire... À confirmer. Oui, voilà, mais il y a le... Il y a une bonne base. Il y a le truc là où tu te dis, ouh là là. Il est bien 14e. Ouais, voilà, c'est ça. Bravo. Bravo à toi. Allez, on va poser. Et après, on va s'arrêter parce que sinon, on va parler trop tôt de joueurs. Je pense que la galère, ça va être une fois qu'on aura fait les 10, qu'on va se rendre compte qu'il y a des gars qu'on n'a pas du tout mis. Et en fin de vidéo, je pense. Mais non. Si, tu vois. Ça s'arrive jamais. Ah si, je te jure. Donc là, tu veux le 10? Ouais, on met le 10. Moi, c'est wildcard, enfin bref, moi je aussi, vous expliquerai. Moi aussi, pareil, moi c'est une wildcard, mon gars, j'avais pas où le foutre, donc j'ai vraiment pris la place du con. Diane, voilà. Ah bah, tiens. Sans blague. Incroyable. Bah, disons que j'ai pas réussi à l'enlever de mes 10, qu'est-ce que j'avais envie de l'enlever? J'avais envie de l'enlever. Je préfère le dire franchement. S'il y a des gens, franchement, j'avais envie de l'enlever de mes 10, s'il y a des gens qui me disent je l'ai pas dans mes 10, s'il y a pas dans mes 10, il y a aucun problème. Parce qu'au niveau talent, il y est. Mais... Niveau talent, il y est. Bah oui, il y est. Niveau production, quand il joue, il y est. Niveau case coché, potentiel franchise player, All-Star, scorer, All-Star et tout, visage énorme. Mais putain, faut être sur le terrain, frère. Il y a déjà ça. Deuxièmement, il a plus de 24 ans, et il va gentiment sur ses 25, donc il approche de la fin de l'éligibilité, donc ça joue. Par rapport à d'autres joueurs plus jeunes, là, voilà. Il est dans sa 5e saison en 6 ans, puisqu'il y a une saison blanche. Sur les 4 saisons précédentes, il n'y a que 184 matchs. Je vais laisse faire des calculs, mais on est loin des 82, je vous le dis. Là, au bout de 5 ou 6 matchs, je sais plus, il s'est blessé. Il a jamais joué les playoffs. Il n'a jamais
jouer Vu que les là, les playoffs. Pels étaient là, Rien mais qu'à bon. cause de cette phrase, j'ai failli pas le foutre dans mes 10, moi. Ouais. Il était là avec les Pels en soi, les derniers playoffs. Il devait être sur le terrain, mais il s'est blessé au pire moment. Non, mais Zion, c'est vraiment la wildcard. Moi, s'il y a des gens qui me disent, vous êtes des ouf, Zion, il est. Comment ça, Zion, il est devant les gars qu'on a cités là? Moi, j'entends, il n'y a pas de problème. Mais c'est marrant, on a eu la même réflexe, c'est genre, allez, la place du 10, c'est un peu la place du con de. Je peux m'avoir une wildcard en plus. En fait, le problème, c'est une que moi, mention mes honorable 9 qui... Déjà, je lui donne la place potentiellement, tu vois, d'un Cade Cunningham, moi, chez moi, dans mes 10, vu que je l'ai dit en mention, tu vois, ou d'un autre gars où je sens qu'il y a des gens qui vont pas être contents que je l'ai pas dans mes 10. Je la donne à Zion, donc déjà, tu vois, c'est pas rien, en fait. C'est pas rien, c'est une place dans le top 10. Il y est toujours, mais... Attention. Il est tellement en danger. Tout à fait. On va passer en place numéro 9 des meilleurs joueurs actuels de moins de 25 ans. Je sens que les gens transpirent ou sont déjà allés voir le tableau final. Quoi, Bastien Alex? Bon, très bien. Donc en gros, ma mention honorable, c'est la tienne, et la tienne, c'est la mienne. Alex a mis Scottie Barnes en 9, et j'ai mis Cade Cunningham. Oui, de toute façon, entre un 9e place et la grosse mention honorable que tu cites juste avant ton top 10, en gros, il n'y a que 2 places, 1, 2, 3 places d'écart. Donc si tu penses qu'il y a Zion au milieu, en plus, qu'on a vraiment mis, entre guillemets, c'est moche de dire ça, mais par défaut... Mention honorable en plus. Moi, sur Cade Cunningham, je vois ce que tu veux dire, avec le côté smooth. Je pense que cette saison notamment, il y a beaucoup de déchets en termes de perte de balles et dans ce souhait de le voir encore plus efficace, vraiment, parce qu'il est smooth, comme tu l'as dit, il est beau à avoir joué. Ah ouais, vision, QI, tout ça, attention. Absolument. Mais je pense que tu aurais mis un paquet de mecs entre 19 et 23 ans dans la pire franchise de la NBA de ces 15 dernières années, avec un dysfonctionnement total, aucune construction réaliste, ni de linéarité au niveau du choix d'entraîneur. Je sais pas s'il y en a qui seraient aussi bien sortis que Cade Cunningham. Il est trop fort. Il est trop fort, et d'ailleurs, ça se voit là. Les Pistons ne sont pas ridicules. Il est sur deux jambes, ça se voit fort. Quand il est là, c'est un joueur qui n'est peut-être pas de niveau superstar, mais je pense que c'est une star, Cade Cunningham, qui ne va pas taper sur son torse et avoir des gros highlights, mais putain, je peux te dire que tous les soirs, s'il y a les Pistons qui débarquent ou que tu dois aller jouer chez eux, bah Cade Cunningham, c'est le gars qui est tout en haut du scouting report. Il est trop fort, il est tellement chaud à devoir gérer sur pick and roll. Il arrive à avoir 2 à 3 défenseurs parfois sur lui, parce qu'on va pas se mentir. Hein. Et quand tu scoutes les Pistons, je sais, il y a des garçons, c'est bien, faut aller se farcir Jalen Ivey et tout. Quoi? Il y a Stewart quand même qui shoot à 3 points. Devant le très très grand défenseur qui est Jalen Duren, évidemment. Cade Cunningham, je voulais juste mettre du respect sur lui parce que je pense que ça y est, il fait un peu de cette catégorie, il fait partie de cette catégorie des joueurs, ça y est, c'est pris pour ça, acquis. je suis d'accord. C'est pris pour acquis. Moi, je te dis même, honnêtement, je sais plus si c'était sur lui que j'en ai tweeté au début de saison. Je lui souhaite un avenir à la Devin Booker, évidemment. Les premières... Pas tout à fait le même type de joueur, mais il y a quelque chose, ouais. Pour m'expliquer précisément. Devin Booker, tu l'as bien vécu, les premières saisons NBA de Devin Booker, c'était un joueur très fort dans une franchise de merde, dysfonctionnelle au possible. Et donc, disons les faits, tout le monde se foutait de la gueule de Devin Booker parce qu'il disait 70 points dans une défaite. C'était ça, c'était super score, Mamba mentality, mais pour Walou. Une fois qu'il y a eu des choses concrètes mises autour de lui, on a vu le vrai joueur que ça peut être. Je pense que Cade Cunningham fait partie des 10 000 joueurs les plus talentueux et les meilleurs joueurs de moins de 25 ans, et que s'il y a un tout petit peu de construction de roster comme ils l'ont fait un peu avec Détroit, il y a des résultats parce que c'est le meilleur joueur de cette équipe. J'ai dans mes 10. On verra aussi la durabilité de oui, Cade Cunningham. Bien sûr, ouais, tout à fait. Mais on verra aussi d'ailleurs pour Scottie Barnes. Hein. Tout à fait. Ouais, moi j'ai préféré prendre Scottie Barnes. Pour moi, aujourd'hui, à âge égal ou peu de choses près, je crois que c'est des 2001 tous les deux, ou c'est à âge égal ou peu de choses. C'est la même draft, ils sont dans leur 4e saison tous les deux. Il y en a un, Cade Cunningham, qui a montré du level All-Star et l'autre qui a été All-Star une fois. Bon, tu vois, genre voilà. Les lignes de stats sont évidemment différentes. Je pense que Scottie Barnes n'a pas les insta et la smoothitude au scoring d'un Cade Cunningham, même s'il est fort, attention, il score. Je veux dire, c'est un 20 points, 8 rebonds, 6 passes, de l'interception. J'ai pris Scottie Barnes parce que freak athlétique. Freak de malade. Oui. Ça joue. C'est un avantage naturel qu'il a sur beaucoup d'autres joueurs, pas forcément sur Cade Cunningham, mais sur Cade Cunningham en l'occurrence il l'a, mais voilà. Parce que deux côtés du terrain très sérieux. C'est-à-dire que lui,
Là où Kate Cunningham énerve des fois en perte de balle, Scottie Barnes doit travailler ses 3 points pour avoir une vraie palette encore plus complète. Mais il a montré que même sans un très bon shoot à 3 points, il est capable de scorer 20 points par match dans la durée. Il l'a fait la saison dernière et là, il s'est blessé mais il revient et il marque 20, 22 points tous les soirs. Il prend du rebond. Immense polyvalence. Il est vraiment dans la lignée du positionless, le forward qui peut mener le jeu ou jouer un peu sans ballon, défendre dur du poste quoi. Il peut défendre quasiment tout quoi. Oui, bien sûr. Hein, Scottie Barnes. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pour le côté All-Star, 2 côtés du terrain. Il y a des beaux progrès d'année en année. Maintenant, lui aussi, on attend de le voir un peu. Alors après, Toronto, c'est pas Détroit, mais c'est quand même un beau bazar autour de Scottie Barnes. On lui a enlevé Siakam, on lui a enlevé ceci. Donc là, c'est en train de se refaire avec Emmanuel Quickley, RJ Barrett, Peutel. Je veux bien un peu de temps aussi pour voir. Je sais que toi, pas cette année, mais l'année dernière, tu étais très chaud sur c'est la franchise de Scottie Barnes. Ça peut être un franchise player et tout. Absolument, j'adore ce joueur. Je comprends. Hein. Mais donc, on demande encore à voir. C'est aussi pour ça que malgré... Parce que mine de rien, la ligne de stats, elle est assez folle. De Scottie Barnes, on est quand même sur 20 points, 8 rebonds, 6 passes depuis déjà 2 saisons maintenant. Avec 2 interceptions, il attaque, il défend, il peut mener le jeu depuis l'aile et ensuite défendre ton meilleur attaquant. Sans aucun problème. Ouais, il peut vraiment le faire. C'est quand même un truc de fou. Juste, il n'y a pas de résultat. Bon, c'est comme ça. Hein. Et c'est aussi dû au fait de la franchise. Bon, voilà. 9e, il est là, dans les moins de 25 ans, Monsieur Scottie. Très bien, on va passer en place numéro 8. Alors, qu'est-ce que j'ai en 8, moi, par contre? Ah oui. Et en place numéro 8, il débarque. Et s'il y en a qui ont le teasing, j'ai qu'un seul mec des Cavs, c'est Monsieur Evan Mobley. Je sais pas. Qui est pas dans tes 10 ? Non, pareil. Hein, non, mais de toute façon, c'est une galère. On va pas se mentir, à chaque classe, on va se regarder. Parce que moi, tu vois, par exemple, Alpi. T'as pas Şengün ? Il a été à la bataille avec Evan Mobley. Et en fait, en soi. Et moi, il y a des gens qui mettent Evan Mobley, il y en a qui mettent Şengün, il y en a qui mettent d'autres gars là que je vais pas mentionner parce que sinon, ça va être très très chaud. C'est violent. C'est très violent. Moi, Alpi, pendant un moment, il était 8, 9, 10. Et après, j'ai vu d'autres gars, j'ai fait. Il y a quelqu'un qui doit sortir. Il y a quelqu'un qui doit sortir. Et en fait. C'est Mobley qui est sorti. Moi, c'est Şengün. Je kiffe bien, mais... Ah, bien sûr. J'ai aligné les joueurs et j'ai dit tous les jours, moi, aujourd'hui, perso, hein, je prends tous les jours Evan Mobley devant Alperen Şengün. Ah ouais ? Ouais. Ah merde. Ah, pas moi. Ah non, pas moi. Pas moi. Ah non, vraiment pas. Et pourtant, tu viens magnifiquement parler des deux côtés du terrain. Et tout à fait. Mais tout à fait d'accord. Je pense que, par contre, Şengün, il y a des petits progrès défensifs réels, là, sur ce début de saison. Ah, si. Je vais pas dire que c'est à la Jokic, mais pendant longtemps on a dit que Jokic n'était pas un bon défenseur. Jokic est devenu un défenseur un peu average là. Je sais pas comment le qualifier, mais c'est pas un protecteur de cercle vraiment, mais c'est un très gros rebondeur. Il se place intelligemment et tout. Je pense que Şengün peut suivre le même genre de trajectoire. Vraiment. Il est en train de montrer des... Je sais pas si on lui rend service en faisant ça à chaque fois, et comparé avec... Non, mais je m'en fous. J'ai pris l'exemple de Jokic parce qu'en fait, je voulais juste dire Şengün peut être... dans la durée, un défenseur qui sera jamais aussi bon qu'Evan Mobley, ça c'est clair. Par contre, je crois pas que Mobley puisse être un attaquant comme Şengün. Je crois pas. Şengün, c'est un attaquant vraiment assez incroyable. Assez incroyable. On a eu le débat ensemble. Toi, t'étais entre... c'était pas entre Mobley et Şengün, hein, c'était entre Jalen Green et Şengün. Spoiler, il n'y a pas Jalen Green dans les top 10, là, t'es d'accord ? Si ? Non. Tu m'as fait peur. Voilà, donc... Sur ce début de saison, sur la fin de... en gros, on voit bien, Şengün, il a un truc qui le rend compliqué à défendre. Là, il est en train d'essayer de s'appliquer à être capable de shooter dans le périmètre. Il va y arriver, il a le toucher. Il a une qualité de passe, gros rebondeur, grand, costaud. Et Evan Mobley a un côté liane, 2 côtés du terrain. Donc, j'ai beaucoup hésité. En fait, c'est Zion. Moi, j'aurais dû mettre Mobley à la place de Zion. Tu vois, ne pas mettre Zion dans mes listes, mais c'était violent également. Ouais, même à la fin du top 10, je vais te sortir des noms que ni toi ni moi n'auront sorti. Je te jure, ça va être chaud. Hein. En gros, je suis d'accord. Moi, j'ai des gars là. Voilà. En gros, j'ai l'impression que demain, au bord de la falaise, si je dois en choisir un des deux, au final, je prendrais quand même Şengün pour faire ma franchise. Ok. Moi, c'est marrant. Je prendrais Evan Mobley tous les jours parce que à l'heure actuelle, je pouvais pas le sortir des 10. À l'heure actuelle, bon, il y a peut-être. Il y a 2 mecs qui peuvent discuter défensivement avec lui. Là, moi, dans mes 10.
Oui. Il y a 2 mecs. C'est un des 10 meilleurs défenseurs de la NBA déjà en 4e saison NBA, Evan Mobley. Il est incroyable. C'est la plaque tournante d'une des meilleures défenses de NBA et d'une équipe qui cartonne. On le sait, ça. On sait avec Evan Mobley. Evan Mobley, c'est peut-être pas un franchise player, mais c'est un joueur. C'est ça, en fait. Mais bien sûr, j'entends. Mais quand on essaie de classer aussi les joueurs, c'est pas juste les joueurs intrinsèquement, c'est voir comment est-ce qu'ils s'intègrent dans un collectif, comment ça fonctionne. Un beau pivot défensif quand même. Absolument. J'ai pas rêvé. Mais Evan Mobley, je veux dire, Evan Mobley, en l'état, c'est un des meilleurs défenseurs de toute la NBA qui est en train de bien développer son jeu offensif avec un nouveau coaching staff autour de lui. Ça progresse. Où on voit tout le potentiel offensif qu'il peut avoir, qui n'est peut-être pas celui flashy aussi que peut avoir Sengun, mais qui peut avoir une efficacité, Evan Mobley, qui va aller chercher d'autres garçons, parce que Evan Mobley, tu le sens dans les choix de tir, dans l'efficacité proche à l'arceau, dans les shoots à 3 points qui vont pouvoir être développés. Je crois personnellement qu'il y a un truc énorme à développer. On en avait parlé pendant des années, on se demandait s'il allait avoir le staff capable de développer ça, et de le débloquer. Je pense que Evan Mobley, aujourd'hui, ouais, je le prendrais le côté falaise, je le prends devant Sengun. Je te dis pas que c'est détente, j'en pousse un et je prends l'autre. C'est compliqué. Déjà pousser Sengun. Déjà pour pousser Sengun, c'est compliqué. Tu sais qu'Evan Mobley aussi, c'est relou. Parce ouais, mais c'est quand même. C'est relou. Mais j'avoue que Evan Mobley, je me suis dit à un moment, c'est marrant ce que tu as dit sur Scottie Barnes, je l'ai appliqué sur Evan Mobley et c'est un tel défenseur qui se développe offensivement dans une équipe qui cartonne. Je veux dire, les Rockets, ça va cette année. Hein, je te parle d'une équipe qui cartonne. Ouais, les Rockets sont 3e à l'Ouest. Hein. Je te parle d'une équipe qui cartonne. Ouais, mais bon, le meilleur il y a Garland, il y a Mitchell, il y a Jarrett Allen, il y a des mecs qui ont déjà été All-Star et tout. L'équipe cartonne grâce à Mobley, mais pas du tout que grâce à Mobley. Pas du tout que grâce à Mobley. Mais les Rockets sans Sengun, on en reparle. Bah, on l'a vu en février-mars dernier. Ouais, non. Ils étaient 9e de la ligue. Ils jouaient, on a tous dit, Jalen Green, il a cartonné des petites équipes. Là, ils font un gros début de saison et leur attaque tourne autour de Sengun. J'ai rêvé ou pas? Il y a du Sengun, mais il est pas seul. Moi, je peux pas te laisser me dire qu'il y a des All-Stars forcément autour des Cavs et donc c'est tranquille. Bah, un peu plus quand même. Non, mais bien sûr, mais c'est-à-dire. Il y a qui comme All-Star à Houston? Tu en as pas, mais là, je te parle de l'équipe qui a le meilleur bilan de toute la NBA. Evan Mobley, moi, des gens qui me disent que c'est le 2e joueur le plus important de la meilleure équipe de NBA en termes de bilan, ça s'entend. C'est vrai, j'entends. Donc, du coup, je peux pas. Tu peux dire 2e. Oui, 2e, oui, non, mais c'est ça. Il est dans les 3. Si vous il est dans les 3e. Il est dans les 3. Ah, ok. Je pense que Evan Mobley va être All-Star dans 2 mois et que Alperen Sengun, ce sera pas le cas. On revient sur nos histoires d'Est et Ouest. Tout à fait. Bah, quand même. Ah, mais bien sûr. Parce que là, attention. Tu l'as vu, l'injustice, là? Non, mais oui. Elle est très belle. Mais je veux dire, du coup, ça peut pas être un argument suffisant. C'est pas un argument suffisant, malheureusement, avec le système d'Est et Ouest. Mais c'est vrai que là, moi, pour le coup, je me demande, dans la façon dont chacun va faire son top 10, si tu prends juste les joueurs comme ça intrinsèquement ou si tu te dis, attends, le mec est trop fort dans un collectif. Non, tout à fait. Ce mec est trop fort dans un collectif, ça cartonne. Et je me demande justement à quoi ressemblerait aussi, longue durée, les Cavs sans Evan Mobley. Ouais, bien sûr. Les Rockets sans Sengun, les Cavs sans Evan Mobley. Non, mais bien sûr. Les Raptors sans Scottie Barnes, les Pistons sans Cade Cunningham. Évidemment. On est dans les équipes. Comment dire, genre les Cavs c'est quand même très différent, mais les Rockets il n'y a pas si longtemps que ça, ça tankait. Voilà. Bien sûr. Là ça tanque plus du tout, et quand même le patron qui se dessine c'est Sengun. Et que même les briscards autour, ils se taisent, c'est Sengun le patron. J'espère pour le moment. Pour le moment en tout cas, l'argument que tu as dit que je trouvais vrai aussi sur Zion Williamson de il n'y a pas de playoff, on va laisser du temps à Alperen Sengun. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore fait les playoffs en tant que plaque tournante. J'espère voir ce que tu propose, qui n'est pas une promesse, mais que tu proposes, qui est que les Rockets, avec en point central offensif Alperen Sengun, sont une équipe de play-off. À confirmer. Cette année, il y a des chances qu'on voit Sengun en play-off. En tout cas, vu le début de saison, c'est tout à fait possible. À confirmer. Non mais, ils sont partis pour. Tout à fait. Mobley, il n'a pas non plus éclaboussé les play-offs. Il a fait des bons matchs, mais il n'a pas éclaboussé le délire. Non, tout à fait. C'est vrai ou pas? C'est ça que je veux dire. Genre, il m'a pas. Pour le coup, tu vois, j'ai beaucoup plus de facilité à m'imaginer qu'il y a eu un contrat max sur Evan Mobley qu'un contrat max sur Sengun. Et d'ailleurs, il n'a pas de contrat max. Exactement. Parce que je pense que la valeur de Sengun, elle est moins bonne que celle d'Evan Mobley. J'entends. J'aurais dû. En tout cas, j'aurais jamais enlevé Sengun pour Mobley. Par contre, je peux tout à fait considérer que j'aurais dû mettre Mobley et genre y aller à fond et pas mettre Zion, tu vois. Et t'aurais pris Evan Mobley ou Scottie Barnes? Les deux là, tu vois, c'est Zion que je vire. Et là, si je te dis Evan Mobley ou Scottie Barnes? Scottie Barnes. Ok. Ouais, c'est plus moderne. Je trouve. On va passer en 7. Place numéro 7.
Moi, ça se complique là, ça y est. On y est. Alors, est-ce qu'on est dans la 8 ou pas? D'ailleurs, j'ai vu des gens, quand il y a eu le top 10 surcoté, qui ont dit Scotty Barnes surcoté, Alperen Sengun surcoté et d'autres. Hein. Donc là, il y a des jeunes aussi, parfois, il faut leur donner du temps. Il faut leur donner du temps à ces garçons. Alex a mis Tyrese Maxey, j'ai mis monsieur Tyrese Haliburton. D'accord. Oh bah, ok. Oh, bah, je suis surpris. Bon. Bah, tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est bien d'avoir deux côtés du terrain. Oui, tout à fait d'accord. Bah... Ah, et je vais bien tacler, parce que je l'adore, hein, Tyrese Haliburton. Hein. On va pouvoir en parler. Hein. Tu l'avais dans tes 10 surcotés, je crois, ou je sais plus. Bien sûr. Il était un 10. Moi, je suis pas dans les considérations à surcoté. C'est Alex, juste pour ceux qui sont en train de faire l'essai, elle a mis Tyrese Maxey. Oui, j'ai mis Tyrese Maxey. On va parler de Tyrese Maxey déjà. Tout à fait. Tyrese Maxey dans les 10. Moi, sache-le, je l'ai en 6. C'est la place suivante. Ah, bon. Bah, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai Haliburton en 6. D'accord, très bien. Donc, Alex a Tyrese Maxey en 7, Tyrese Haliburton en 6. Ah oui, tu vois, parce que moi, j'ai pas pu mettre Haliburton derrière Maxey. Okay. Dans le sens où je trouve pas Maxey fait des efforts un peu supérieurs à Haliburton en défense, mais c'est pas non plus un truc de fou en défense. Donc ce côté, l'aspect de côté du terrain n'a pas été déterminant dans leur choix, et quand même Maxey pour l'instant a d'une belle progression, une très belle saison dernière à son actif. Oui. Et quelques très belles perfs en playoff, quelques gros coups de mou en playoff. Donc les coups de mou qu'a eu Haliburton en playoff, quelque part Maxey, j'ai l'impression qu'il les a eu aussi. Et Haliburton, lui par contre, il est meilleur passeur de la ligue et 2 fois All-Star. Donc je l'ai mis devant. Bien sûr. Pour l'instant, aujourd'hui. Ah mais s'il y a des gens... D'ailleurs, il a des meilleurs CV que certains gars même qui vont passer après. Là. Ah bah il y a clairement, moi j'ai un autre meneur. Ouais, moi j'ai un autre meneur au-dessus. On verra si on est comment? J'ai un autre meneur au-dessus qui a pas le CV aujourd'hui, mais qui pour moi est au-dessus. Maxey et Haliburton sont dans les 10. Il y a des gens qui vont dire Haliburton n'est pas dans les 10. Bon, à un moment, faut poser le stylo. Pas dans les 10? Il y a des gens qui vont Ça va être chaud quand même. Il fait partie des rares. Mais juste par manque d'appréciation ou de hate vis-à-vis de ce joueur. Il fait partie des rares. Là, moi, on a bien détaillé le truc. On a fait des recherches un petit peu pour préparer ce top 10. C'est un des rares qui est 2 fois All-Star. Ah, mais tout à fait. En fait, en moins de 25 ans, 2 fois All-Star, bah... mais qu'on soit d'accord. Il y en a un autre, hein, je vais pas donner son nom tout de suite parce que je pense qu'on l'a tous les deux plus haut. Il n'y a pas grand monde. Être 2 fois All-Star, avoir été en finale de conf, même si c'est bien organisé autour de lui et tu as été avec Team USA, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Tyrese Haliburton n'a pas tout ça. Au-dessus. Pourquoi t'as mis Maxey au-dessus? Parce que, pour le coup, si on prend ces éléments-là de CV, ok, très bien. Et là, on rentre dans des ranges très petits. Hein. Là, pour faire passer un joueur au-dessus de l'autre, t'as vu, toi tu le mets 7, l'autre 6, moi 6, l'autre 7. Mais c'est parce que moi, pour le coup, c'était très clair dans ma tête, la hiérarchie. Entre les deux joueurs, je pense que Tyrese Haliburton est un joueur extraordinaire dans un collectif. C'est pour ça d'ailleurs que je recule quand même un peu à la Evan Mobley. C'est-à-dire que c'est un joueur vraiment dans un collectif qui a essayé de faire briller les autres et qui est très fort. Je pense que individuellement, le meilleur basketteur des deux, c'est Tyrese Maxey. Ok, j'entends ça. Et encore. Je pense que c'est un meilleur joueur offensif, pas dans le playmaking global. Je pense que c'est un meilleur scoreur. Ça, je suis d'accord, mais le playmaking, je prends quand même Haliburton. Playmaking, tout à fait, Haliburton. Mais tu vois ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé, c'est je trouve que Tyrese Maxey apporte plus de choses dans le scoring et dans sa régularité dans le scoring, parce que Haliburton est aussi très jump shot friendly et n'a pas cette capacité que peut avoir Maxey à aller chercher ses points, quoi qu'il arrive. Parce qu'on s'est aussi marré dans l'apéro là qu'on avait fait sur les Sixers où ça allait très mal et où je disais très gentiment que je pense que même si ça en fait criser certains, peut-être que le franchise player c'est pas un pivot mais ni un ailier à Philadelphie. Moi je pense que Tyrese Maxey c'est un mec qui peut avoir la carrure de franchise player. Là il y a des gars là au-dessus là, je pense qu'on est d'accord, il y a beaucoup de franchise players. Il y a que des franchise players. Tout à fait. Et franchement Tyrese Maxey pour moi top 5 franchise player moins de 25 ans. On est d'accord. Parce que là du coup moi en 7 j'ai Maxey, Bastien il est à Haliburton, et moi en 6 j'ai Haliburton, et en 6 t'as Maxey, on est d'accord ou pas? Absolument. Et donc juste pour les timers, on fera un petit 6-7. On fera un petit 6-7, exactement. Croisé, tout ça. Comment c'est bien faire. Ouais. Juste pour finir sur cet aspect, je pense qu'il y a beaucoup de choses, comme tu le sais, que j'adore chez Tyrese Haliburton, mais c'est pas de la passion aveugle. Quand il y a des limitations défensives fortes et qu'il n'y a pas de progrès et que les choses sont délaissées, ça se voit très fort avec Tyrese Haliburton et du coup, je suis obligé de le mettre en comparo avec d'autres joueurs à son poste et je trouve que sans que Tyrese Maxey, c'est pas Isaac Okoro, tu vois. C'est pas un défenseur extraordinaire, mais je pense que en joueur player, là tu prends vraiment un joueur, je pense que Tyrese Maxey est d'un poil un meilleur joueur global que Tyrese Haliburton. Dans un profil très spécifique, mais moi je trouve que c'est un meilleur basketteur.
Et j'aimerais, et j'étais tellement content quand on a tourné l'apéro Sixers et qu'on a vu 10 minutes plus tard que Tyrese Maxey, il est arrivé dans le vestiaire, il a fait Joël, on arrête de se pointer en retard à toutes les activités en équipe. Bah ça m'a fait surkiffer. Ouais, ça c'est bien ça. Parce que c'est un truc de patron, de mec du top 5 là qu'on va avoir devant. Je pense que Maxey est capable. Ok. Ça se voit très très fort quand il est pas là, ça se voit très très fort quand il est là, je trouve. Ok. Donne-moi un petit peu ton 7-6, toi du coup, qu'est-ce qui fait que t'as fait Haliburton devant? C'était pour ces histoires de... Bon, je trouve... De résumé qu'aujourd'hui... Ah, oui, un peu. Je trouve qu'aujourd'hui, quand même si vous savez ce que je pense d'Haliburton dans le fond, je pense quand même qu'aujourd'hui, finalement, il a plus prouvé que Maxey, et avec des moins bons coéquipiers. C'est-à-dire que Tyrese Maxey, bien sûr que c'est un excellent scoreur, et qu'avec sa vitesse et sa qualité de shoot, encore que sur le début de saison, bon, il y a modification de la mécanique, on va lui laisser du temps et tout, mais sur le début de saison, c'est compliqué, Tyrese Maxey. Là, ça revient là maintenant. Là. Il a du mal à... Là, ces derniers matchs, c'est compliqué les pourcentages quand même. Là, alors justement, les 2-3 derniers, c'est gros coup de jeu parce qu'il a commencé à toucher, mais oui, sur le début de saison, c'est horrible. Tout à fait. Compliqué quand même. Hein. Donc, ça commence, ça va mieux et tout, machin. Passeur, on voit, encore une fois, avantages et inconvénients. Il a joué à côté d'un Embiid qui a eu une belle progression depuis le poste sur les prises à deux et qui est devenu le point de création numéro 1 de l'attaque des Sixers l'année dernière. Donc Maxey en a bénéficié pour son scoring, mais forcément ça lui fait un petit désavantage à la création, là où Haliburton il a tous les ballons dans les mains, que ce soit du demi-terrain, de la contre-attaque, voilà et tout, mais n'empêche qu'au final le gars fait 11 passes d'ess par match. Quoi. À un moment donné, c'est réel. Et qu'au niveau scoring, je vois ce que tu veux dire, mais Haliburton a une capacité à scorer qui est quand même assez impressionnante. Lui aussi, il faut pas se faire trop influencer par son début de saison qui est pas bon. Avec des Pacers où c'est compliqué, lui aussi peut-être qu'il peut se remettre en route et tout. Je rappelle, il a quand même été 2 fois All-Star, c'est quand même pas rien. Avant que les Pacers fassent ce trade, les Pacers n'étaient pas du tout... C'est pour ça que dans le top 10 des surcotés, moi j'étais pas... Enfin, je comprenais, hein. Je comprenais ce qui se dit par rapport à lui, mais j'étais... C'est un autre sujet. C'était tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que c'était exactement ce que tu viens de dire sur le... Attention à pas se juger sur le début de saison, parce qu'il est super fort. Ça, je suis d'accord. Super fort. Moi, je le disais surcoté parce que je trouve que on surcote ce qu'il a fait. Mais attention à pas surcoter ce qu'a fait Maxey. Pour moi, ils sont dans le même range. Ouais, voilà. Et du coup, ils sont bien là en 7-6 au bord du top 5. On est d'accord sur le côté. Dites-nous qui vous mettez en fait. Maxey, Haliburton, Maxey, et si possible sans avoir le côté je l'aime pas parce que je l'aime pas quoi. Parfois c'est un petit peu réducteur. Donc là on rentre dans le top 5. Oui. Non, 6, 5 Oui. Ouais, 5. 5e. Alex a mis la Melo Ball en 5 et j'ai mis Monsieur Chet Holmgren en 5. Tu l'as mis. J'ai Chet Holmgren en 4. J'ai la Melo Ball en 4. Ah, okay. On se suit. Chet Holmgren est l'exception qui confirme toujours la règle, c'est-à-dire que je suis pas sûr que ce soit forcément un franchise player, comme je l'ai dit juste avant. Déjà, c'est compliqué de le savoir aujourd'hui puisqu'il joue à côté d'un franchise player. Un mec qui n'est pas dans les moins de 25 ans, mais qui y était il n'y a pas si longtemps encore. Ah, bien sûr. Et voilà, Shai Gilgeous-Alexander. Donc quand tu joues à côté d'un franchise player clair, net, précis, t'es bien obligé, même si t'es très fort, de te fondre dans le rôle du lieutenant. C'est ce que fait Chet Holmgren avec brio. C'est ce que fait Jalen Williams aussi avec brio. J'ai pas de Jalen Williams, j'imagine que toi non plus, vu que... non, je l'ai mis en mention honorable. Pardon, j'ai pas fait gaffe. Voilà, moi je l'ai pas non plus. Voilà, il était pas si loin que ça. Hein, il picote, mine de rien. Je lui mets pas la Melo devant, alors que je pense que la Melo est un franchise player. Dans le sens où la Melo, il me fait trop kiffer. Quand il joue, je suis là, je fais putain, c'est un all-star tout le temps. Score, il défend pas si mal la Melo Ball. Hein. Il défend pas si mal. Hein. Il y a du mieux. Il y a du mieux, il est long, il est chiant, il est pas mauvais sur les lignes de passe, c'est pas un défense, c'est pas Scotty Barnes, hein, on est tous d'accord, ou Evan Mobley, c'est pas le sujet. En attaque, il a un talent complètement fou, la Melo Ball, et puis il a un côté leader, un côté leadership, il est clutch, il prend ses responsabilités. Moi, c'est pour ça que je le mets, parce que moi, au départ, j'ai eu la discussion avec Maxey et Haliburton. Il y a des gens, ils vont nous dire, mais vous, n'importe quoi, trash talk. La Melo Ball n'a rien fait encore aujourd'hui en NBA, il a été All-Star une fois. Oui, il a été All-Star une fois. Mais il a jamais joué les playoffs. Évidemment, il joue à Charlotte Hornets. Son sidekick, c'est qui ? C'est un rookie, Brandon Miller. Non, c'est plus un rookie, c'est un sophomore qui progresse bien, mais c'est qui sa raquette ? Sans faire offense à Tidjane, on le salue. Tu vois, mais pardon, tu vois ? Je l'ai en 4. C'est qui le poste 2 là des Hornets ? C'est Josh Green ?
bon, pourquoi pas, mais tu vois. Non, mais c'est pas... C'est deux profils totalement différents. C'est pour ça que c'est hyper fascinant. Non, mais foutez-moi les Pacers à la Melo Ball. Je pense qu'il fait mieux que Tyrese Haliburton. Voilà. Je pense que c'est alors. Je sais que ça va énerver des gens. Je pense qu'il fait mieux. Je pense que c'est très différent. Je pense qu'il fait mieux que Tyrese Maxey à Philadelphie. Peut-être qu'il est... En fait, c'est compliqué le dossier Lamelo. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont le mettre 2. Je pense qu'il est vraiment fort. Parce qu'il est super fort et qu'il est esthétiquement extraordinaire. Moi, il fait partie du podium des joueurs les plus agréables à regarder jouer. Moi, ça m'est arrivé l'autre soir, là, il y avait Ja Morant, en split screen, j'avais Ja Morant de retour et Lamelo Ball. J'ai vécu ma meilleure soirée. Il est extraordinaire à regarder. Il invente des nouveaux moves tous les soirs. T'as l'impression... En efficacité, c'est pas dégueu. Alors, ça va. Lamelo, moi, j'ai des gros points d'interrogation justement sur la vie est une fête, l'efficacité. C'est-à-dire que si tu regardes les statistiques brutes... Bon... Vas-y, je t'écoute. Bah justement, les statistiques brutes, si tu regardes Lamelo, tu vas te dire, bon, ça va, attends, les pourcentages, il est à 45% à 2 points, il est à 34% à 3 points. 36 là, cette année, mais oui, c'est ça. Oui. Et en fait, c'est qu'il y a un côté un peu zigzag. C'est-à-dire que tu vas avoir des grosses sessions de coups de chaud, là, il en a mis 50 à Milwaukee et c'est formidable, et puis tu vas avoir des moments où la vie est tellement un playground pour Lamelo sur un parquet que on rentre aussi dans des considérations là de winning player. Moi aussi dans mon top 5. S'il veut rentrer dans le top 3, il va falloir que ça on est d'accord. Absolument, c'est pour ça qu'il n'a pas pu craquer le podium, c'est que Lamelo Ball pour le moment, la vie est une fête, il n'y a pas encore les playoffs. À quoi ressemble? Il va y avoir des garçons, vous inquiétez pas sur le podium, je pense qu'ils n'ont pas encore fait les playoffs. Il y en a. Il y en a un, ouais. Il y en a un, ouais. On est d'accord. Oui. On est d'accord. Mais donc, le problème, en tout cas pour le moment. Pour le moment. On lui souhaite. Hein, ouais, on va refaire le débat Est-Ouest. Mais c'est vrai que pour la Melo Ball, pour le moment, il y a tout à fait ce que tu as dit sur le côté, n'a pas encore fait les playoffs. Là où je dis juste, ce serait différent s'il était à la tête des Pacers, c'est que Tyrese a quand même une propreté assez exceptionnelle en termes de passes décisives versus ballon perdu, mise en avant. Il y a des pourcentages à 3, là ça dégueulasse cette saison, mais les pourcentages des années précédentes, Tyrese Haliburton, tu ne le laisses pas seul. Tu ne le laisses pas du tout seul. Lamelo, c'est un peu plus tricky. Et donc, on peut pas mettre hors top 5 un mec qui a 30 points de moyenne, parce que Lamelo, il a 31 points de moyenne cette saison. Parce qu'il y a un truc différent cette saison, c'est qu'il a beaucoup augmenté son volume. Absolument. De fait, il a Josh Green dans son 5 majeur, et c'est qui son ailier fort? Parce que Grant Williams s'est blessé en plus là. Enfin, en gros, il a un seul autre gars. Et il a un seul autre gars qui s'est attaqué. Non, il y a tout à fait. Et là, en plus, il a Brandon Miller qui, Dieu merci, est un joueur extrêmement talentueux. Ouais, les deux, ils sont extraordinaires. Et heureusement, le coach a eu un éclair de génie. Il a dit attends, mais j'ai un deuxième français là. J'ai le Dennis Rodman français, moi, dans mon équipe. Donc, il lui sort un pivot de Moussa Diabaté qui est extrêmement compatible, qui est extrêmement Lamelo Ball compatible dans ses qualités et tout. Donc, il y a ces trucs-là. Mais enfin, les Hornets, quand même, qu'est-ce qu'il faut... Allez, il faut m'entourer ça, là. On est d'accord que, intrinsèquement, Lamelo Ball est un joueur de niveau All-Star, voire Superstar. Ouais. Okay. Ouais. All-NBA Team. Exactement. Pour moi. Chet Holmgren coche des cases, tu vas me dire, mais coche des cases exceptionnelles dans le cadre de collectif, extraordinaire défenseur, bête de coéquipier, efficace au shoot, parfait dans le rôle du deuxième ou troisième meilleur joueur de l'équipe, n'est pas un franchise player, Chet Holmgren. En l'état, n'a pas été vu dans cette situation, c'est compliqué, il est à OKC. Il y en a un à côté de lui. Exactement. Est-ce que dans un autre contexte, on dirait c'est un franchise player, il tourne à 25 points par match parce qu'il prend beaucoup plus de tirs et qu'il est capable d'avoir des pourcentages très... Mais on peut pas savoir. Donc, tout à fait. C'est aussi pour ça qu'il gratte pas plus. Absolument. Moi, là où je voulais te poser une question, c'est... Est-ce que tu peux nous dire, et moi j'ai ma réponse, mais j'ai besoin d'avoir la tienne, est-ce que tu peux nous dire quels sont les écarts conséquents qui font que la place de différence est aussi énorme entre Chet Holmgren et Evan Mobley? Entre Chet Holmgren et Evan Mobley? Ouais. Je trouve tellement plus fort en attaque Chet Holmgren. Ok. Et en défense, Chet Holmgren, il regarde Evan Mobley droit dans les yeux. Il est même... Avec des caractéristiques différentes, parce que Evan Mobley, c'est plus une liane qui va encore mieux switcher, je pense, que Chet Holmgren. Par contre, pardon, mais genre... Protection d'assaut, tu peux pas. Non, il est terrifiant. Et en attaque, t'as vu le shoot à 3 points de Chet Holmgren? Non, bien sûr. Non, il le bouffe. Alors, bouffe. Il le bouffe. Il le bouffe. Je pense qu'il est meilleur. De là à bouffer Evan Mobley, quand même. Par contre, je pense qu'Evan Mobley a peut-être plus de potentiel. Il peut pas le... Enfin, je veux dire... Non, l'écart n'est pas... je m'exagère un peu. Je veux dire, ils ont des moyennes plutôt similaires. Oui, tout à fait. Mais... Hors pourcentage, où là, par contre, Holmgren est extraordinaire depuis une saison... Le problème, c'est qu'Holmgren a un échantillon moins gros, parce que sa première saison, elle était blanche et tout. J'ai quand même l'impression
que la qualité de shoot naturelle de Chet Holmgren en fait un joueur off-ball. Pour moi, les deux sont pas des franchise players. Les deux jouent à côté de franchise players. Il y a quand même Donovan Mitchell, Darius Garland, des mecs avec des ballons et tout. L'autre côté, il y a Shai Gilgeous et même Jalen Williams peut passer devant Chet Holmgren dans la hiérarchie au moins offensive évidente à OKC et tout. Donc, ils ont des situations qui se ressemblent. Tu vois, voilà, pas tout à fait les mêmes, mais ça se ressemble. Et il y en a un des deux qui est un catch and shooter de folie, qui peut vraiment être exceptionnel dans ce rôle. Au rebond, je pense que ça va se battre. Et en défense, moi, je prends quand même Chet Holmgren. C'est un peu plus moderne, ça protège mieux le cercle. En fait, finalement, je le prends un peu plus Chet Holmgren. Donc moi, c'est pour ça que Mobley m'a fait hésiter autour de la place 10 et que Holmgren, lui, me fait hésiter autour de la place 5. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Ouais. Et que tu l'as mis 4, du coup. Oui, je l'ai mis 4, du coup. Je l'ai mis devant la Melo, quand même, dans le sens où... Pour moi, ça reste un lieutenant. On parle d'un candidat Deepoy. Ouais, mais on parle d'un candidat au Deepoy. Devant, j'avais besoin d'avoir 4 franchise players. Oui, je suis d'accord. Mais moi, c'est mon exception. Ouais, je comprends. J'ai 5, dans mon top 5, j'ai 4 franchise players, mais j'ai j'ai Holmgren qui s'est incrusté. Je me demande ce que les gens vont faire justement de cette... Parce que sur le front de courte... Je peux faire une petite parenthèse là ? Vas-y. J'en profite. On va arriver tranquillement au podium. On a des garçons peut-être dont vous avez à peu près idée. En tout cas, il y a un... Oh, même Lord est clair là. On va voir. Donc là, le 5. Donc ça veut dire... ce que je veux dire par là, c'est que la parenthèse que je voulais faire, c'est ce qui veut dire que Franz Wagner, formidable, mais prié... Formidable, mais non. Formidable, mais s'il y a des gens qui le mettent dans les 10... Je peux l'entendre. Moi, vers le bas du 10, ça discute, mais c'est pas facile. Absolument. Va falloir enlever des Scotty Barnes, des Evan Mobley, des Zion, des gars comme ça. Ça veut dire que Darius Garland n'a pas fait les 10. Non. Ça veut dire que certains ont dû faire des choix, et c'est là on y vient à votre classement, c'est mettez sur une ligne Alperen Sengun, Scotty Barnes, Evan Mobley, Chet Holmgren, et il y avait un 5e intérieur comme ça. Ah non, un intérieur. Et je sais plus, et Zion. Et dites-nous dans quel ordre vous les mettez. Zion, Evan Mobley, Scotty Barnes, Chet Holmgren, Alperen Sengun. Moi, c'est ça le calvaire. Le calvaire, c'est dans ces 5 gars plutôt secteur intérieur, je ne savais pas dans quel ordre les mettre. Toi, t'as fait le tien, j'ai fait le mien, et franchement, s'il y en a qui me donnent 5 ordres différents, j'ai pas de problème. Franchement, c'est chaud. Tu sais qu'ils vont être les deux le plus devant. Enfin, en tout cas, il y a Chet Holmgren qui est clairement devant, et après, il y a des batailles sur d'autres postes, mais quelle horreur. Mais ils rendent tous leur place pour le top 3. Oui. Je me demande dans quel ordre t'as fait. Bon. Non, je suis vraiment, sincèrement. Bon. De quoi on parle ? Ah bah si. T'as mis quoi ? Victor. En 3 ? Ouais. Ok. Et Alex a mis Paolo Banchero. Ouais. Bon, évidemment, mesdames et messieurs, Victor Wembanyama, s'il passe sur le podium, bon, on peut changer de vidéo. J'ai voulu respecter la règle sur la fin de ceux qui ont déjà un peu coché des cases dont on a déjà parlé en termes de, ça on va le voir, d'aller en play-off et de voir à quoi ça ressemble. Pour le moment, il y a beaucoup de fantaisie autour de Wemby, il y a beaucoup de réel aussi sur lequel on peut se baser. Mais il y a aussi beaucoup de fantaisie de il peut, il va, il doit. Mais d'accord, il va, Alex, mais des il va comme ça qu'on a déjà prononcé dans ses poufs. Bien sûr, il peut se blesser. Et il y a eu plein de choses qui se sont passées. Comme notamment le fait d'aller en play-off. Je le souhaite pour nos amis les Spurs d'aller en play-off cette saison. Tu sais comme moi que c'est pas une garantie. C'est pas la faute de Wemby, on essaie de mieux l'entourer, mais il y a des choses qui sont encore en développement. Tu as mis Paolo Banchero en 3. Oui. En fait, la question que j'ai envie de te poser, je sais pas si c'est maintenant. Enfin, vas-y, parle de Paolo Banchero. Pourquoi ? Vas-y, pose là. Bah, en fait, est-ce qu'on fait 3-2-1 ? Est-ce qu'on balance le podium ? Ou est-ce qu'on... Non, vas-y, on fait 3 d'abord. Vas-y, 3-3-3. Banchero. Ouais. 22 ans. Il vient de les avoir, il est de novembre. Ça joue. C'est un monstre physique. Et c'est du LeBron. Ouais. Taille-poids, là. Taille-poids, c'est du LeBron. On lui souhaite la même longévité, on lui souhaite la même carrière. Bon, même si on sait bien que faire la carrière de LeBron, de jour en jour, ça se complexifie. Mais monstre physique. Patron, Banchero. Ouais. Franchement,
Bon, l'année dernière, le Magic s'est fait sortir au premier tour de playoff contre les Cavs. Banchero, il fait un Game 7. Ouais. Ah, et puis la saison régulière avant. La régulière est magnifique. Et l'autre, il arrive en playoff. Il y a des hauts et des bas dans la série contre Cleveland, mais il fait un Game 7 à Cleveland. Bon, Cleveland a fait un comeback et tout, machin. Ça a un peu de choc en deuxième mi-temps, mais il fait son Game 7, Banchero. C'est plus Wagner qui te choque que Banchero. Enfin, c'est pas plus, c'est sûr. Enfin, et si c'était pas fait là, la blessure, on était sur un début de saison, les pépères. Début de saison. Il est qu'en 3e saison, Banchero. Il a déjà été une fois All-Star. Donc voilà, cette case-là, elle est cochée. C'est un garçon qui, dans son sommeil, met 22 points, prend 7 ou 8 rebonds et fait 4 passes d'ess. Dans son sommeil. On peut questionner sa défense par rapport au monstre physique que c'est. Il y a des matchs. Orlando est une équipe qui défend tellement bien collectivement. Et Banchero, il faut pas rien en défense. C'est pas ce que je dis. Mais de temps en temps, Banchero, moi j'étais encore même sur le début de saison. Et surtout la saison dernière, j'étais genre, oh ouais, Paolo. Tu vois, genre, pas d'écran de retard, il se fait bouffer des rebonds par des mecs qui viennent un peu hustle et tout. Il a un côté, il est très spécifique comme joueur parce qu'il a ce côté patron, ça se sent. Il a pas peur des gros moments, il a une intelligence basket de fou malade. Les soirs où il n'arrive pas à scorer, en fait, tu regardes à la mi-temps, il a quand même 18 points parce que le mec a eu 9 lancés. Ça, pardon, hein, mais c'est un truc de patron, ça. Genre, ça rentre pas ce soir, mais tu sais quoi, je vais mettre mes points. T'inquiète, je vais mettre mes points. Voilà. C'est un leader suprême. Ouais, c'est un gros leader et de temps en temps, il a une certaine nonchalance défensive, un peu qui peut être énervante, franchement. Et là, Mosley... J'ai pas de doute sur le fait qu'il va progresser là-dessus. Mais il va progresser, mais je te parle aujourd'hui. Le monstre. Je te parle aujourd'hui. L'éthique de travail. Ah oui, bien sûr. Voilà, aujourd'hui, de temps en temps, il y a des petites actions, c'est un peu saoulant. Ça se voit pas tant que ça dans ce Magic parce que beaucoup de mecs défendent bien autour, c'est très bien organisé collectivement. Et puis bah voilà, les mecs sont prêts à se faire couper un bras pour Paolo Banchero parce que c'est un bon leader. Donc Jalen Suggs ou je ne sais quel autre gars là, ou Goga Bitadze, quand ils doivent se jeter parce que Banchero était un peu en retard, personne va venir faire chier, ça se jette et puis c'est tout. Ouais, et malgré c'est aussi une force de Banchero. Hein. Bien sûr. Et malgré la très très belle saison de Franz Wagner là, qui est en train de nous faire sur le début, il y a personne qui remet en cause la hiérarchie. La hiérarchie, c'est Paolo Banchero et le franchise player d'une équipe on the rise dans la conférence Est qui, l'année dernière, a fait top 5. Top 5, ils étaient joués 4 en 4, donc ils avaient 5 et ils n'avaient pas l'avantage. Et qui là, regarde qui veut dans les yeux et dit ouais, vous foutez de notre gueule, je voulais le top 4 de l'Est, venez, on va aller le chercher. Hein, Banchero se blesse, ça joue quand même. Venez, on va aller le chercher. Ça joue pas forcément à l'avantage de Banchero, forcément toujours. Ça montre qu'il est bien entouré pour le coup. Parce que même quand il se blesse, ça joue. J'espère vraiment, sincèrement, qu'il est sur le podium de la plupart des gens, parce que là, il a eu une explosion au début de la saison. Mais récemment, ouais, je l'ai mis en 2. Okay. Mais il était un petit peu, tu sais, j'en parlais il y a quelques mois, il était déjà dans la catégorie des prix pour acquis. Paolo Banchero, c'est bon, c'est facile, il y a des lancers, il y a de la pénétration. C'est un monstre. C'est un monstre, Paolo Banchero. Il fait déjà partie des mecs. Pour moi, il revient là, ça joue bien. Orlando cartonne, il va y avoir des votes de MVP. Des votes. Pas un lead, des votes. Il y a des gens qui vont regarder, qui vont faire qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? C'est le meilleur joueur d'une équipe extraordinaire, c'est le patron, il met la franchise sur ses épaules, tout est bien organisé, et lorsqu'il faut finir les rencontres, c'est sur lui qu'on joue. Et c'est lui le trompa. Comme tu l'as dit, à aujourd'hui, je ne dis pas que l'écart est extraordinaire, hein. Il y a des gens qui vont mettre Wemby en 1, il y a des gens qui vont mettre Wemby en 2, moi j'ai mis Wemby en 3. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Moi j'ai mis Wemby en 3, puisque par rapport aux deux autres, les deux autres ont coché d'autres cases. De l'ordre de All-Star, Playoff, et donc on va voir ce que ça donne pour Wemby. Pour le moment, j'ai 1 an et demi de Wemby. Extraordinaire, hein. Mais les deux, ça a envoyé du pâté, hein. Du gros pâté. Bon, je pense que ça veut dire qu'on... Enfin, t'as mis Wemby en 2 ? Oui. Ok. Donc on est d'accord sur le... Ah oui. Je pense quand même que là, sur les moins de 25, il y avait quand même un 1 assez clair, là, non ? Bah, est-ce qu'il y a des gens qui mettent Victor Wembanyama en 1 ? Tu peux mettre Wemby, hein. Moi, je trouve que c'est dur de mettre Wemby. Moi, je l'ai mis un 1 et ensuite, j'ai mis le reste. Moi, je trouve que tu peux mettre Wemby en 1. Donc, moi, j'ai Wemby en 2. Bastien, du coup, t'as Banchero en 2 ? J'ai Victor Wembanyama en 3 et Paolo Banchero en 2. Et Alex donc je mets le 1 là sur ma tablette. Ouais, tout à fait. Puisqu'on a le même 1 du coup. Mais... Enfin, sauf s'il y a une grosse surprise, quoi. Kobe White. J'aurais dû troller, c'est vrai. Anthony Edwards. Moi, honnêtement, hein, je pense que comme moi, t'as dû faire ta liste des 27-30 là, et tu t'es dit, waouh, quel bordel. Mais honnêtement, quand il y a eu le bordel, j'ai mis Ant, et après j'ai essayé de voir mon classement. Pas moi. Ok. Tiens, je te montre.
T'avais Wemby en 1. Oui, c'est tout à fait possible de mettre Wemby en 1. Moi, je l'avais dans mes notes au départ, parce qu'en fait, évidemment que Anthony Edwards, vous voyez d'ailleurs, il finit premier de mon top 10. Je pense qu'il mérite tout à fait cette place. Je pense que c'est très compliqué. Là, les gens, vous allez me balancer vos top 10, mais ça va être compliqué de mettre quelqu'un d'autre. La seule personne, le seul joueur qui, dans mon esprit, a pu contester à Anthony Edwards cette place, c'est Victor Wembanyama. Parce que, genre, aujourd'hui déjà, ok, il n'y a qu'une saison et demie, hein, même pas et demie en fait, mais bon, une grosse saison quoi, un peu plus d'une saison, voilà. Il y a eu des critiques en début de saison, il prenait trop de 3 points, ça a disparu. Parce que maintenant il en met plus un peu. Ça continuera à être le sujet. Oui, ça continuera à être un sujet, mais s'il en met, ça va quand même être moins un sujet. D'ailleurs, Anthony Edwards aussi, d'ailleurs. Défensivement, Victor Wembanyama, c'est déjà, alors qu'il va seulement avoir 21 ans en janvier, c'est déjà le joueur, potentiellement, on peut dire, le joueur le plus dissuasif de la Ligue. Le plus dissuasif de la Ligue, c'est certainement lui. Le meilleur contreur, bon, il y a des Chet Holmgren, il y a d'autres gars qui savent mettre beaucoup de comptes, mais enfin, un meilleur contreur de la Ligue, Victor, il a un sacré mot à dire. Il y a d'autres gars qui vont venir, statistiquement parlant. Ensuite, le côté alien, le côté physique que personne ne va pouvoir rattraper. Je veux dire, Chet Holmgren a l'air petit, il fait 2m16, il a l'air petit à côté. On a tous vu la photo de Raymond Green qui fait 2m ou 1m98. Genre, on aurait dit que c'était moi. C'est un enfant en sortie d'école. T'es d'accord, c'est fou. Bon, ça, personne ne va pouvoir rattraper ça à Wemby. Il est jeune, mais il l'a. Ensuite, donc, tu peux déjà le mettre parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue. Si ça se trouve, même, il va pas traîner à avoir un deep boy. On verra comment ça se goupille pour lui. On lui souhaite, tu vois, on verra bien. Mais en tout cas, l'année dernière, il était en rookie, il était déjà dans le classement. Et vu comment ça démarre la saison, là, à mon avis, il peut tout à fait être dans le classement tout le temps. On verra s'il a le trophée et tout. Donc la défense, c'est même plus un sujet tellement. Wemby, défenseur, élite de fou malade. Rebond, c'est pas si dégueu, c'est même bon. Et puis, le scoring, en fait, est là. Il y a un style assez particulier, mais en fait, il y a déjà plus de 20 points. On est à 18, 19, 20 points par match. Il y a du boulot. Évidemment qu'il y a du boulot. Mais là, pardon, mais déjà, bon, Chris Paul, j'aurais pas cru, mais il fait vraiment beaucoup plus de bien que ce que j'aurais cru. Non, mais c'est vrai. Yes. Pourtant, j'ai critiqué la Chris séquence. Paul. Non, c'est vrai, il récupère un petit peu il a dû boire de l'eau de jouvence, là, où je sais pas si ça se boit, ou enfin, vous me direz. Il joue juste chez les Spurs. Il fait du bien à l'attaque des Spurs, il fait du bien et tout. Mais, par contre, c'est quand même pas ouf autour de Wemby non plus. C'est pas ouf. Je pouvais pas le mettre plus haut parce que je pense que si on a la jurisprudence qu'on a mis sur certains joueurs en disant une saison à 22 victoires et l'autre on sait pas s'il a en playoff, je veux pas faire une exception. Il a pas été All-Star et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fini par l'enlever de la position 1 pour y mettre celui qui est le numéro 1 de ce top 10. C'est ce qui faisait juste que Wemby a un peu reculé et qu'il a fini troisième chez moi. Derrière Banchero, tu vois, j'ai pas pu. J'entends. S'il y a des gens qui le mettent devant Banchero, allez-y. Juste si on a la jurisprudence une saison à 20 victoires et ensuite on va voir celle-ci, on l'a appliquée à d'autres joueurs, pas comme on l'applique pas à Wemby. Malgré le fait que ce soit un phénomène extraordinaire. Mais on est d'accord sur Anthony Edwards. Oui. C'est le numéro 1. Oui. Parce que lui, si on veut des cases qui sont cochées, ce qu'il a prouvé, c'est que c'est un franchise player, candidat MVP. Une franchise peut construire autour de lui et aller loin. Vu ce qu'on vient de voir, le mec, il est arrivé dans la conférence Ouest, il a fait « vous me cassez les couilles, on va aller minimum en finale de conférence ». Oui. La hiérarchie a été extrêmement claire. Merci Karl Anthony Towns, merci Rudy Gobert, c'est moi le patron. Au Rudy Gobert, ça n'a jamais été question. Non, mais tu vois, Towns. Tout à fait, mais avec Anthony Towns et Rudy Gobert, on a su tout de suite comment ça allait se passer. La hiérarchie était très claire avec tout le monde. Il y a l'attaque, il y a la défense. Il faut progresser dans certains aspects du jeu, il le fait, notamment sur le shoot à distance. Donc, il a passé l'été. Quelle erreur humaine on a fait de vouloir laisser traîner ce mec pendant 2-3 semaines avec Stephen Curry et Kevin Durant. Pardon, et avec LeBron. Du coup, maintenant, à 3 points, il est devenu létal. S'il décide défensivement d'anéantir son adversaire, il anéantit son adversaire. Ce n'est pas aussi régulier en termes de dissuasion que ça peut être avec Wemby, même pas les mêmes segments en physique, parce que l'autre c'est un alien. Même poste, et c'est même pas le même poste, c'est pas les mêmes responsabilités défensives. Mais il a les deux côtés. Attends, Anthony Edwards. Mais Anthony Edwards. Genre, si je devais dire Anthony Edwards, si je devais mettre les deux côtés, je mettrais à côté, je mettrais plus, tu vois. Et genre Wemby, je mettrais plus. Oui, plus, voilà, tu vois ce que je veux dire, genre. Non, mais Anthony Edwards, on l'a vu par le passé, quand on est dans des fins de match serrés et qu'il dit laissez-moi prendre Tatum.
je vais le verrouiller, ou lui ou d'autres, il le fait. Ou en play-off. Il a taffé Jamal Murray. Bien sûr. Il a taffé Jamal Murray contre les Nuggets. Hein. C'est un candidat MVP en se réveillant. En fait, la différence entre Anthony Edwards et les autres, c'est que on espère que Wemby va être un candidat MVP. Et on espère que Paolo Banchero va être un candidat MVP. Anthony Edwards, en se levant le matin, c'est un candidat MVP. C'est un des meilleurs joueurs de la planète. Disons que ce qu'il a prouvé Anthony Edwards, c'est que si tu l'entoures, Gobert, Mike Conley, ça se complique cette année, mais meneur d'expérience, des ailiers, Nickel Alexander Walker, Jaden McDaniel qui rigole pas, tu vois, du bon banc avec Nasrid et tout, tu l'entoures et tu lui dis c'est ton équipe, elle va aller loin. Tout à fait. Ça, il l'a montré, et c'est pas contre Banchero ou contre Wembanyama ou contre LaMelo Ball ou Chet Holmgren, c'est plutôt pour Anthony Edwards. Bien sûr. Peut-être que LaMelo Ball, dans les mêmes conditions, pourrait, mais on est sur du conditionnel. C'est du conditionnel. Peut-être que Wemby va, mais on est encore obligé de mettre du conditionnel, tu vois. Attends, il est trop extraordinaire. Mais je suis d'accord, moi je l'adore. Non, mais au-delà de l'adorer, il est trop impressionnant. Ce que je veux dire par adorer, c'est que j'aime voir son arrivée en NBA et ses éléments de progression. Juste, on ne peut pas faire ce truc-là avec un et ne pas le faire avec les autres. Et si avec Wemby on dit il va être énorme, on pourrait le faire aussi avec les 8 précédents. On pourrait dire mais tu vas voir. Evan Mobley, Chet Holmgren, ça va être des mecs qui vont casser absolument toute la baraque. Je l'entends. Est-ce que sincèrement tu penses vraiment qu'un mec a le potentiel de Wemby dans ce top 10 ? Personne, c'est pour ça qu'il est podium au bout d'une saison et demie avec 20 victoires. On pourrait, mais on a quand même moins de potentiel. Wemby, c'est une dinguerie. La seule différence entre Anthony Edwards et les autres, et peut-être qu'on aura l'occasion un jour de faire un top 10 des joueurs NBA actuels, c'est que c'est le seul à pouvoir discuter. Ouais, exactement. Paolo Banchero, on souhaite. Et Wemby pourrait. Parce que comme il est dans le il est dans le top 10 des défenseurs. Oui, mais... Du coup, tout de suite, tu discutes. Mais après, en attaque, c'est plus compliqué quand même. Là, faites-le tête si vous voulez, les 10 meilleurs joueurs de la NBA. Je suis sûr qu'il y a un moment, il y a Anthony Edwards qui pop up et vous vous dites peut-être qu'il n'y est pas, mais en tout cas, j'y ai pensé parce que je me suis dit où est-ce que je n'ai pas. Non, mais je suis d'accord. Alors que Paolo Banchero, vous allez dire ah, tiens, c'est marrant, il a fait 8, 9, 10 pendant un moment. Et Wemby, vous êtes là, temps mort. Non, Anthony Edwards. Anthony Edwards, il est de 2000. C'est un 2001, comme LaMelo Ball. Et comme il y en a un autre très fort de cette année-là, bouge pas, j'arrive. Mais 2001, Scotty Barnes est un 2001 également. Jalen Green, Evan Mobley est un 2001 également. Jalen Green, là j'ai pas sa date de naissance sous les yeux, mais tu vois, voilà, c'est les 2001. C'est Anthony Edwards le plus fort de cette QV 2001. Celui que j'ai mis le plus près de lui, c'est LaMelo Ball. Ouais, dans mon classement. En termes de 2001. Oui. On est d'accord sur le numéro 1 des joueurs de moins de 25 ans dans la NBA actuelle. On monte le gros tableau ? On monte le gros tableau. Et le voici le gros tableau avec donc Anthony Edwards qui est le meilleur joueur de moins de 25 ans dans la NBA actuelle. Dites-nous si vous n'êtes pas d'accord. Déjà sur le podium. Dites-nous sur les points de classement, ouais, exactement. Exactement. Est-ce que sur le podium, vous avez vous aussi du Banchero Wemby Edwards ? Est-ce que quelqu'un d'autre qu'Anthony Edwards en 1 ? Tout à fait. Je veux bien savoir. Et si oui, qui ? Et est-ce qu'il y a un joueur, comme on l'a fait avec Harden sur les joueurs révolutionnaires, est-ce qu'il y a un joueur... Qui c'est qu'on aurait pu oublier ? Je sais pas si on a oublié. Je pense juste qu'on l'a pas classé de la même manière, parce qu'on les a mentionnés. Ouais, on les a mentionnés. On a mentionné 30 personnes. On a tapé large. Ou alors vous me dites, là, j'ai pas... Mais franchement... Non, je pense Devin Vassell, Kobe White, Tyler Hero, Darius Garland, Devin Vassell, ouais. RJ Barrett, Jalen Williams, Cam Thomas, Scotty Barnes, Brandon Miller, Bénédicte Mathurin, Jonathan Kuminga, Josh Giddey, Jalen Green, Shaedon Sharpe, Jared McCain, Derek Lively, Bilal Koulibaly, Alperen Sengun, Franz Wagner, Evan Mobley et toute la clique. Franchement, s'il y a un de ces gars-là qui pour vous est top 10, allez-y, mais dites-nous qui vous sortez. Parce que c'est chaud. C'est chaud. Petit top 10 qu'on mettra sûrement à jour dans les années à venir, puisque tous les ans, tu as des mecs qui sortent. Là, par exemple, cette année, on va perdre Zion. C'est une façon de parler, hein, vous m'avez compris. On va perdre Haliburton. Ouais. On va perdre Garland. Maxey, dans un an, il y est plus. On va perdre Maxey. Novembre 2000, Maxey, ouais. Donc novembre 2025. Ouais, voilà. Donc tu vois, on va perdre quelques poteaux et on en va en récupérer d'autres parce qu'il y a des drafts qui arrivent là. Attention. Est-ce qu'ils vont faire des choses qu'on n'aura pas vues précédemment ? Est-ce qu'il y aura des Français aussi qui vont débarquer ? Est-ce que Zachary on a un Français. Ouais. Est-ce que par exemple, parce que Bilal, il a encore le temps. Bilal, il a quel âge, Bilal ? 20 21 c'est en 2003, 4 ? Je sais pas. Ça bouge pas, j'arrive. Pour moi, il a 20 ans, il va avoir 21. Il a 21, il vient de les souhaiter. Monsieur Bilal Koulibaly... 20 ans, il est de 2004, comme Wemby en fait, il est de juillet. Donc il a le temps. Bilal, on compte sur toi. Il va venir nous taper tout ça là. On va se retrouver avec 2 Français sur le podium là. Alors en 3, j'ai mis Bilal, en 2 victoires, mais je savais pas dans quel ordre les mettre.
Tu sais qu'entre Bilal et Anthony Edwards, j'ai commencé à bien m'hésiter. Je me suis bien creusé la tête. Oh la vache. C'est quoi, Washington dans le mid-conf là, ils nous ont bien impressionné quand même. Dites-nous évidemment Bilal sur Jalen Brown, c'était kiff l'affaire. Dites-nous évidemment qui vous avez dans votre top 10, qui est votre numéro 1 de la saison actuelle, et surtout balancez vos suggestions, car la semaine prochaine, Léonce, Alex et Vivi, on sera sur du top 10 all-time, et attention, ça va chier. On vous souhaite une très bonne semaine, des bisous à toutes et à tous, retrouvez Decathlon dans le premier commentaire, et à la semaine prochaine, des bisous. Ciao.